c'est bon. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Et vous, madame? Très bien, merci. Bonsoir à vous tous. Bon, j'espère que Mohamed Lamine nous rejoigne rapidement. Bonsoir, docteur. Merci. Bonsoir, Mouhidine également. Bonsoir à tous. Est-ce qu'on n'est pas déjà sur live sur Facebook? Parce que je vois que il a déjà le live à commencer ou non? Oui, en Oui, effet, ça a il y a un commencé live. visiblement. Certainement, on attend Mohamed Lamine. Oui, en fait, j'étais avec lui sur LinkedIn parce que quand j'arrivais pas à me connecter, mais je lui ai renvoyé un message pour lui dire que c'était bon, que j'étais connectée là maintenant. D'accord. Okay. Alors, oui, là, il nous envoie un message écrit à côté en disant que... Ah non, non, ça, c'est Cher qui l'envoie. D'accord. Ah oui. Où est Mohamed Lamine? On ne le voit plus. Il est parti. Voilà. Ah, tiens, il arrive là. Bien. On va commencer quelques instants. Attends, juste les gens, ils arrivent. Parce que là, je vois les gens, ils arrivent de temps en temps. C'est un live sur ta page personnelle de Facebook, c'est ça? C'est ça, Mohamed Lamine? C'est sur ta page Facebook ou LinkedIn? Sur les différentes pages. Comme ça, on peut la partager sur nos pages personnelles, peut-être en attendant. Ouais. Alors, Mohamed Lamine, ouais, c'est ça. Oui, là, je vois sur ta page, effectivement. Alors, Mohamed Lamine, ouais, Mohamed Lamine. Je pense qu'on va démarrer le live. Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre conférence organisée par l'atelier d'insertion d'orientation. Par les moments que nous traversons, que le monde entier traverse, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde la santé et la paix à toutes, à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir 4 invités dans le cadre de nos activités d'atelier d'insertion d'orientation avec un sujet très intéressant animé par Madame Françoise Faray. Bonsoir Madame Françoise. Activez votre micro, madame. Oui. Bonsoir. J'appuyais sur l'image au lieu d'appuyer sur le micro. Bonsoir à tous et à toutes, ou Voilà. plutôt à toutes et à tous. Docteur Nourdine Mohamedou, bonsoir. Bonsoir à tous. Docteur Cherdib, bonsoir. Bonsoir.
Ingénieur Moradine Chifara, bonjour. Bonsoir, pardon. Bonsoir, bonsoir à tous. Peut-être je vais me présenter moi-même, je vais essayer de présenter un petit peu l'atelier. Je m'appelle Mohamed Lemine Gawad, je suis un master en informatique à l'université de Caen-Normandie. Je suis dans les cadres de mes activités, je suis le vice-président d'atelier d'orientation. Donc peut-être je vais me présenter un petit peu l'association qui est née en 2020, en pleine Covid. Pour le but, c'est d'aider les jeunes Mauritaniens, les jeunes étudiants, les jeunes diplômés, afin de surmonter les difficultés de stage et de job, et de les jeunes Mauritaniens en matière d'orientation dans leurs études supérieures, dans leur vie professionnelle, aider surtout les jeunes Mauritaniens qui viennent de la Mauritanie. En réalité, en Mauritanie, on est très très loin du monde du travail. Donc, nous avons pensé avec des jeunes Mauritaniens qui sont en Mauritanie, qui sont ailleurs, sur le fait que ça serait très intéressant de créer cette structure, pouvoir orienter nos frères, nos sœurs mauritaniens qui sont très très loin du monde du travail. Vraiment d'aider à insérer sur des rumeurs de travail pour leur poste en tant que jeune diplômé, d'aider sur l'orientation. Voilà, je ne vais pas trop tarder. Je vais laisser parole à Madame Françoise Faraille qui va changer avec nous sur la méthodologie mettre en place pour avoir recherche de travail d'emploi. Je laisse Madame Françoise Faraille parole, puis on va essayer de passer le relais Dr Nordine. Bonsoir Madame Françoise Faraille. Oui, écoutez, nous allons parler de se présenter, et puis donc, Françoise Faraille. Ouais, alors j'entends un petit écho. Bon, j'espère que ça va aller. Bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, on peut dire que votre génération est pas gâtée, hein, parce que chercher du boulot par les temps qui courent en Europe, c'est compliqué. C'est compliqué partout d'ailleurs, je pense, puisque cette crise du Covid qui perturbe beaucoup l'économie, et voilà, complique singulièrement les choses. Néanmoins, il faut pas se décourager et ne pas se décourager, c'est aussi faire preuve de persévérance d'abord. Donc moi je suis chef d'entreprise, je dirige une entreprise d'informatique en région parisienne. Alors pour vous expliquer, nous sommes en télétravail intégral depuis le 16 mars. Nous ne sommes pas retournés dans nos bureaux depuis le 16 mars, puisque en France, on est au cœur de l'épidémie actuellement et que on a fait le choix de ne pas faire prendre de risques aux équipes. Et donc, comme vous le savez, et Mohamed Lemine surtout, puisqu'il est dans l'informatique, nos métiers nous permettent de travailler à distance. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas embauché des gens. On avait des embauches qui étaient en cours et qu'on a bien évidemment fait continuer parce que notre vie ne s'arrête pas, mais on est à distance. Donc, c'est un petit peu plus compliqué pour accueillir des stagiaires, pour accueillir des alternants, parce que quand un alternant ou un stagiaire arrive, évidemment, il faut qu'on ait un minimum de présence avec lui. Donc malheureusement, on a dû réduire un petit peu la voilure sur ce plan-là, puisque comme je vous disais, on n'est pas dans nos bureaux. Alors, pour autant, ça va s'arrêter un jour et donc il faut bien se préparer pour le jour où ça s'arrêtera, être prêt. Et donc, première chose, construisez votre réseau. Profitez-en dans ce moment où on est un peu tous chez soi pour construire votre réseau. Et le réseau, c'est essentiellement LinkedIn, hein, en termes professionnels, qui est la première plateforme que les entreprises consultent quand elles sont en recherche de quelqu'un. Donc, ayez une page LinkedIn
qui soit à jour et surtout qui soit vivante. C'est-à-dire que si vous ne mettez jamais post, si vous mettez sur votre page, bah, vous savez, c'est comme un site internet où il se passe rien. Plus personne ne le consulte après un certain temps. Donc c'est très important que vous ayez bien votre page LinkedIn à jour. Et en parallèle, il faut vraiment que vous veilliez bien à votre e-réputation. Ça veut dire quoi? Bah oui, vous avez des pages Facebook, vous êtes peut-être sur d'autres réseaux sociaux. Faites très attention à ce que vous y laissez parce que ça vous suit. Et donc, c'est sympa de mettre des photos où on est avec ses amis, où on est. Mais faites attention parce que ça vous suit tout le temps et c'est très, comme vous le savez, c'est extrêmement compliqué d'enlever des informations que vous avez déposées un jour. Les plateformes ont encore beaucoup d'efforts à faire malgré le RGPD, malgré ce qui a été mis en place. Vous savez très bien que c'est compliqué d'enlever des informations une fois qu'elles sont sur les réseaux sociaux. Voilà, pour démarrer quelques conseils basiques, mais vraiment par les temps qui courent. Votre réseau LinkedIn, vous savez comment ça marche, hein. C'est une chaîne, hein, c'est-à-dire que vous vous mettez en contact avec, si par exemple vous me demandez en contact sur LinkedIn, vous allez avoir accès au réseau de personnes que je connais. Alors beaucoup sont dans l'informatique, mais pas que. J'ai aussi d'autres personnes avec lesquelles je suis en contact qui ne sont pas dans l'informatique. Et c'est comme ça que ça fonctionne, hein. C'est assez vertueux parce que c'est une petite chaîne pratique qui se suit et qui fait que vous allez donc pouvoir vous construire un réseau virtuel et puis c'est ce qui permet de pouvoir se positionner, par exemple, sur des offres de stage, sur des offres d'emploi. Vous pouvez très bien demander à quelqu'un avec lequel vous êtes en contact sur un réseau, si vous avez postulé dans une entreprise avec laquelle cette personne a des contacts, de vous aider un petit peu, hein. On va pas se mentir. Ça s'appelait le piston autrefois, maintenant ça s'appelle la recommandation, en très politiquement correct. Mais quand vous êtes recommandé, forcément, vous êtes un petit peu prioritaire par rapport à quelqu'un qui arrive sans aucune recommandation. Voilà, donc allez-y. Je suis intervenue déjà dans vos réunions et je veux pas avoir l'air de radoter, mais gardez les bonnes pratiques. Et les bonnes pratiques, c'est un CV sans faute d'orthographe, bien présenté, clair, un CV qui tient sur une page. Vous avez sûrement plein d'expériences, mais votre CV doit vraiment tenir sur une page. C'est très important pour qu'il soit consulté, pour qu'il soit regardé et pour qu'il soit considéré comme étant un CV de quelqu'un qui a l'esprit de synthèse. Voilà, donc je vous l'ai probablement déjà dit si vous étiez dans des sessions précédentes où je suis intervenue. Mon CV tient sur une page et ça fait très longtemps que je travaille. Et puis j'ai eu plein d'expériences, j'ai fait beaucoup de choses, mais il faut vraiment faire quelque chose de très synthétique. Voilà, donc ça va vous aider. Mais votre vitrine, c'est vraiment sur LinkedIn une page bien faite où vous allez mettre en avant aussi ce qui peut faire la différence par rapport à d'autres candidats. Je vais vous donner un exemple. Les langues étrangères. Alors, tout le monde essaye d'en mettre des tartines, anglais, espagnol, etc. Ça sert à rien si vous maîtrisez pas la langue. Mettez vraiment les langues sur lesquelles vous êtes à l'aise et mettez, si vous êtes arabophone, mettez l'arabe parce que c'est un plus aujourd'hui dans les relations internationales. Il faut le mettre en avant. Donc, faut vraiment, en plus dans un CV, il faut pas trop en faire. Et n'oubliez pas,
la petite partie importante, hobby, parce que un CV où vous n'avez que des choses professionnelles, où on voit que la personne ne fait rien d'autre que travailler, paradoxalement, ça peut vous paraître étrange, mais pour un recruteur, eh ben, c'est très stressant parce qu'on se dit, mais ce gars-là ou cette jeune femme, un jour ou l'autre, il va faire un burn-out. C'est pas possible parce que dans la vie, il y a le travail, mais il faut aussi garder du temps pour soi. Donc, mettez ce que sont vos hobbies, là, pas des tartines, hein, enfin, il faut toujours que ça soit proportionnel. Et comme vous êtes tous jeunes, probablement de l'autre côté de l'écran, n'essayez pas de tricher sur vos expériences. Mettez d'abord vos études. Vous êtes encore dans les études, vous venez d'en sortir. Mettez d'abord vos études. C'est ça qui est important. Et vos expériences, eh ben, mettez-les toutes parce que même si vous avez des expériences qui sont des jobs alimentaires, c'est important pour un recruteur de dire cette personne, eh ben, elle a fait l'effort de travailler, de prendre un boulot très en dessous de ses qualifications, mais bon voilà, c'est quelqu'un qui sait que l'argent ne pousse pas tout seul, comme on dit, et que bah, parfois on est obligé de faire des jobs alimentaires pour gagner sa vie, ne serait-ce que pour financer ses études. Donc ça, vous pouvez le mettre, c'est très très bien, et ça a plutôt tendance à donner confiance aux recruteurs. Et enfin, un petit point. Alors bien sûr, vous avez pour certains fait le chemin de la Mauritanie à la France, probablement en région parisienne, mais ne négligez pas les offres qui peuvent être en dehors de la région parisienne. Ça sera un autre petit exil, mais il y a des jobs qui restent non pourvus parfois dans les régions françaises parce que ça paraît loin de tout, parce que ça paraît on se dit bah je vais me retrouver dans un endroit où je connais personne. Bon, la preuve c'est que ce soir on est tous ensemble à des endroits différents. Donc les réseaux sociaux sont là pour ne pas vous couper de vos connaissances et vous pouvez faire des très belles rencontres. Voilà, donc ne pas hésiter aussi à vous ouvrir. Ça marche. Merci beaucoup, Madame Françoise. Je reviens vers vous. Là, je donnerai parole à Dr Nourdine, maître de conférence à l'Université Nouakchott. C'est à vous la parole, Dr Nourdine. Merci Mohamed Amin, merci à Madame pour son introduction très intéressante. À vrai dire, moi je me suis pas trop préparé à cette intervention, je vais y aller de façon un peu spontanée, mais je trouve qu'en regardant le titre, j'y m'y suis un petit peu intéressé de façon un petit peu généraliste, c'est-à-dire référé de façon un peu cartésienne. J'ai dit problème d'orientation des jeunes Mauritaniens et Africains de façon générale. Je crois que c'est un texto le titre. Alors, j'ai pensé, je m'apprêtais à en discuter de façon un petit peu plus académique, dans le sens où on va regarder l'orientation dès le début de la scolarisation, c'est-à-dire toutes les problématiques à laquelle peut faire face un jeune Mauritanien, tous les problèmes qui traînent depuis sa scolarité, depuis une scolarité fondamentale, passant en secondaire, jusqu'à l'université. Et après, on pourrait parler des orientations, que j'appelle souvent des orientations au niveau professionnel. Je pense que Madame vient de faire le point et surtout des conseils très précieux en ce qui concerne l'amélioration des CV sur le plan de forme, la fructification des expériences, que ce soit académique ou ça est intéressant. Donc, si j'ai bien compris, alors, Mohamed Remy, tu peux me dire si est-ce que vous voulez qu'on parle de l'orientation seulement professionnelle. Donc, comme Madame l'a fait, on va parler des conseils qu'on peut donner. Et là, je parlerai en tant que responsable des ressources humaines. J'ai été responsable des ressources humaines pendant quelques années. Et je pourrais donner des conseils sur le plan du CV, la mise en valeur professionnelle sur le marché du travail. Ou bien, on pourrait parler de l'orientation, des problèmes d'orientation vraiment sur le plan académique, les problèmes qu'on peut. Donc, alors, c'est qu'on voulait. Hein. Enfin, moi, j'ai vu le titre, c'était pas marqué problème professionnel. C'était pas marqué orientation professionnelle. Donc, moi, je me suis dit orientation de façon générale. En fait, l'orientation de façon générale, puis
Si Très jamais bien, je vais y aller. De toute façon, je ne vais pas m'attarder beaucoup. Hein. Voilà. Je voulais peut-être dire seulement qu'il y a le problème d'asynchronisation, si on peut l'appeler comme ça. Déjà, si on parle des jeunes Mauritaniens et Africains similaires, hein, de façon générale, il y a la problématique très connue qui est liée d'abord à l'homogénéité, la bonne continuité du cursus scolaire, secondaire, puis universitaire. Vous savez que tous les inputs ne sont pas bien placés dans les bons outputs, si on peut l'appeler ainsi. Donc, je dirais, il y a deux types fondamentaux des problèmes que peuvent rencontrer. On peut les catégoriser sous deux catégories fondamentales. La première, c'est un problème d'orientation scolaire et donc préscolaire et même post-scolaire, dans le sens où c'est durant les 12 années, école primaire et secondaire confondues. Après, sur le plan universitaire, et après, il y a la fameuse orientation professionnelle dont on peut parler aussi. Mais l'autre aspect, c'est un problème, aspect social de pauvreté, de dysfonctionnements sociaux, qui impacte très négativement les cursus d'une élève ou d'un élève qui voudrait s'orienter déjà. Alors, pour moi, plus précisément, le problème de la déperdition scolaire, d'abord, c'est que les gens ne sont pas suffisamment scolarisés en Mauritanie, parce qu'on parle des jeunes Mauritaniens et Africains. Donc, le niveau de scolarisation n'est pas encore très satisfaisant. Donc, si vous n'êtes pas scolarisé, vous êtes déjà désorienté dès le début. N'empêche, vous êtes un jeune Mauritanien, mais vous avez été désorienté déjà à la porte. Vous n'avez pas été formé, tout simplement. Donc, le premier truc le plus brutal, c'est le fait de ne pas être formé déjà. Donc, ça, c'est le premier filtre. Donc, on va à la trappe directement parce qu'on n'a pas été scolarisé pour des raisons économiques, des raisons sociales qu'on ne va pas détailler peut-être ce soir, mais c'est connu. La pauvreté, l'absence d'encadrement et d'environnement social permettant à un jeune Mauritanien ou Africain d'aller à l'école déjà. C'est un problème que vous avez en France, c'est l'obligation de scolarisation jusqu'à 15 ans, je crois. Donc, en Mauritanie et les pays similaires, il y a un problème de scolarisation déjà. Et une fois que la scolarisation est faite, il y a un problème de synchronisation. C'est-à-dire que quand on sort de l'école primaire, on ne va pas dans les lycées, les collèges, les lycées qu'il faut. Et quand on sort des collèges et des lycées par hasard, ben, on ne va pas certainement dans la spécialité en général. Vous savez que le conseiller d'orientation qui est très connu en France, les centres d'orientation, les fameux CO, sont très peu répandus en Mauritanie et dans les pays voisins ou similaires. Donc, il y a une désorientation régulière dans les cursus scolaires, mais aussi les cursus universitaires. Quand on rentre à l'université, qui n'est pas toujours donné à tout le monde d'ailleurs, les pourcentages vont chuter de plus en plus. Donc, ceux qui sortent de primaire donc sont déjà, il y a très peu de chiffres chutent. Et donc, les chiffres rechutent après le lycée, rechutent après l'université. Et une fois qu'on rentre dans le monde universitaire, l'offre, et je parle en connaissance de cause un petit peu parce que j'interviens dans le milieu universitaire et professionnel des instituts depuis plus de 10 ans en Mauritanie, où j'ai assisté à la création de formation. Eh bien, on tâtonne un petit peu parce qu'on n'offre même pas les bonnes informations qui sont synchronisées pour le besoin du marché local et même pour le besoin du marché international et sous-régional. Voilà, donc pour moi, je voulais dire ces mots-là par rapport à une orientation déjà intrinsèque à la formation. Et dire, après, je dirais un ou deux mots avant de vous céder la parole sur ce que madame a déjà annoncé, a déjà abordé, le sujet du problème de comment s'y prendre face au monde professionnel. Alors, il faut savoir que le monde professionnel en Mauritanie et les pays similaires est loin, très très loin de celui de la France. Et j'ai connu pendant plus d'une décennie également les embauches, l'employabilité, les offres d'emploi, les titres de chômage, tout ça, c'est très très aléatoire, très flou. Donc, il n'y a pas de statistiques très connues. Donc, alors, par où il faut commencer pour orienter correctement, avec un minimum de rigueur intellectuelle, un étudiant qui a déjà eu la chance de traverser l'école primaire correctement, puis il y a une autre chance de traverser l'école secondaire, et une troisième bonne chance d'avoir un diplôme universitaire pour postuler à la quatrième chance, qui est celle de pouvoir postuler à un travail. Alors, pour aller en travail, les choses ne se passent pas pareillement, madame, comme en France, en Allemagne ou aux États-Unis, évidemment. Des pays qui sont en voie de développement au meilleur des cas, donc ça ne se compare pas avec les pays développés où les structures d'employabilité comme
de Pôle emploi en France ou autres sont complètement absents. Quand ils sont existants, comme en Mauritanie, où on a l'agence nationale qui a un nom très long et très joli, mais ne fait pas autant au niveau du travail. Donc, on a en Mauritanie une agence nationale chargée de l'employabilité ou quelque chose comme ça, des jeunes, l'ANAPEJ. Alors, elle a un nom très long, mais elle ne fout rien par rapport au Pôle emploi. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait rien du tout. Il y a un dysfonctionnement profond. Et je ne vais pas détailler ce soir, mais vous savez que le marché de l'emploi est complètement hasardeux en Mauritanie. Et j'assume mes mots parce que j'ai été directeur de ressources humaines, j'ai embauché des gens, j'ai trié des CV pendant 5 ans, en 2015 et 2019, où j'ai pu voir assister au désastre, à l'amertume des gens qui ont eu des diplômes et qui étaient à côté de la plaque depuis quelques années parce qu'ils ont eu un problème d'orientation déjà. Alors, ils ont beau à être très motivés, bien orientés, échapper à toutes les catastrophes sociales et économiques de désorientation, mais quand ils arrivent au bout, malheureusement, ils sont complètement face à une réalité qu'ils n'ont jamais imaginée. C'est-à-dire qu'ils voient ce que vous appeliez les pistons, qu'on appelle gentiment recommandation. Et je crains bien que ça soit toujours au même épisode que le piston chez nous. Donc, c'est plutôt encore les pistons chez nous et la. Alors, on en est encore au piston et pas le moindre. Hein, les pistons sont complètement différents des pistons qu'on connaît en France. En France, il y a des pistons, moi je me souviens très bien. Et pour se faire embaucher, on peut avoir un très beau CV sans aucune faute d'orthographe ni de formulation. On peut avoir un joli CV avec une belle photo très moderne, avec les templates actuels, qui sur une page, comme vous l'avez si bien dit, super bien synthétisé. Mais quand on le dépose où après? Il n'y a pas de Pôle emploi en Mauritanie. Et peut-être au Sénégal, au Maroc, il y a quelque chose qui ressemble à ça, mais c'est pas terrible aussi. Hein, parce que je connais la sous-région, je suis allé dans plusieurs pays africains où j'ai vu une similitude outrancière par rapport à tout. Donc voilà, vous déposez où votre CV qui est très joli? Vous allez sur LinkedIn. Qui fréquente LinkedIn en Mauritanie? Combien de personnes ont la connexion Internet en Mauritanie? Eh bien, sur les smartphones en Mauritanie, il y a 15 à 16% de personnes qui déjà ont une connexion Internet à partir du smartphone. C'est évidemment pas la statistique de l'ARCEP en France, parce que j'en dispose également. Donc, c'est pas du tout les mêmes choses. Vous mettez votre CV sur LinkedIn, même s'il est joli, synthétique, avec des hobbies, vous dites en tartine, ça fait pas de vous non plus les meilleurs élus. Hein. Vous pouvez toujours passer à la plaque, malheureusement. Un autre qui va avoir un nom qui est un général ou un haut placé va faire un raccourci monumental par rapport à tout et il va être recruté sans aucun concours. Ce sont des réalités amertumes, mais tout le monde le sait. C'est pas un secret. Donc, alors, je vais pas être trop long. Je vais céder la parole. Peut-être que vous allez me la redonner après, mais il y a une panoplie de problèmes inimaginables en Mauritanie. Le fait d'essayer de faire le parallèle entre ce que dit Madame par rapport au terme, il faut postuler en Île-de-France ou pas. Nous, ici, on est prêt à postuler à 1000 km, mais il n'y a rien du tout. Hein. Les problématiques ne sont pas les mêmes, malheureusement. Donc, le désastre, c'est-à-dire l'employabilité en Mauritanie et en Afrique, et des années-lumière par rapport aux problèmes de chômage en France, qui sont des problèmes réels aussi. Vous connaissez, par expérience, par vécu. C'est pas les mêmes. Donc, si on essaie ce soir de faire le parallèle entre les deux, ça va être un exercice difficile. Mais je pense que je vous ai déjà donné quelques exemples de difficultés. Alors, moi, je donnerai quand même, avant de céder la parole, oui, ayez un bon CV, mais cherchez un bon piston avec, si vous êtes en Mauritanie. Donc, démarcher suffisamment, aller physiquement toquer les portes. Il y a quand même une chance des fois. Et ne vous contentez surtout pas d'un joli CV sur LinkedIn, parce que là, vous réduisez votre chance. Et je continuerai peut-être après. Je ne vais pas monopoliser la parole. Madame, ton micro est désactivé. Merci beaucoup, docteur Nourdi Mohamedou. On revient vers vous. Donc là, je passe la parole à docteur Cherdib. Bonsoir à tous et merci Mohamed Lamine, je te remercie et à travers toi aussi je remercie ton équipe ou l'équipe de l'atelier d'insertion pour ces efforts que vous menez depuis un moment afin d'aider les jeunes Mauritaniens et apparemment même au-delà de la Mauritanie. Vous commencez même à vous intéresser aux jeunes Africains. C'est une très, très bonne chose.
On vous remercie pour ça, qui est d'ailleurs très important et on en a besoin. Bon, maintenant, en ce qui concerne le sujet de ce soir, il se peut que, je ne sais pas si je me suis trompé peut-être du titre ou je ne sais pas, mais en tout cas, les points sur lesquels je vais essayer de partager avec vous mon point de vue, c'est surtout l'orientation des jeunes bacheliers ou même avant. Ce n'est pas à partir de la phase de la recherche d'emploi, hein, c'est ce qui est d'ailleurs très important, mais ce n'est pas ce que je pensais comme sujet de cette conférence. Et en plus aussi, bon, je n'ai pas énormément de choses à dire là-dessus. Bon, Madame Farage et Nourdine, ils ont dit... ils ont donné de toute façon beaucoup d'éléments qui peuvent aider nos téléspectateurs qui cherchent de l'emploi et qui sont dans cette situation-là. Donc, et plus précisément également, ce n'est pas seulement le problème d'orientation des bacheliers ou même avant, mais seulement pour aussi la Mauritanie, parce que je connais mieux la Mauritanie, je ne peux pas donner des exemples de l'Afrique, mais je considère aussi que la majorité, ou au moins pas mal de pays nous ressemblent, et du coup, les mêmes problèmes que nous avons ici s'appliquent sur les jeunes de la région et de la sous-région. Bon, pour parler du contexte et du problème de la problématique de l'orientation, d'ailleurs, l'orientation il faut la voir comme un vrai problème qui a des conséquences importantes sur même l'économie, sur tout pays qui veut évidemment résoudre ces problèmes économiques et sociaux. Parce que l'orientation des jeunes, ce sont les jeunes qui vont plus tard travailler, comme vous parlez tout à l'heure du travail et de la recherche d'emploi. Et s'ils sont dès le début mal orientés, ou la méthode d'orientation, ou par une raison ou une autre, l'orientation n'a pas abouti ou n'était pas optimale, n'était pas bonne, du coup, il va y avoir des problèmes sur l'enseignement plus tard, sur le milieu universitaire, c'est-à-dire que les jeunes qui ont eu leur bac, il y a une forte chance qu'ils ne réussiront pas leur parcours universitaire parce qu'ils étaient mal orientés. Et donc, c'est là où nous voyons l'importance de l'orientation. Quand on oriente bien, c'est que les jeunes bacheliers qui seront après 2 ou 3 ou 4 ans des jeunes diplômés de l'université vont avoir le bon chemin pour avoir du boulot. Donc nous, en Mauritanie, l'orientation ou les origines des problèmes d'orientation peut même remonter jusqu'au collège, parce que à partir du collège, les établissements du secondaire dispatchent les élèves entre les filières ou les séries qu'ils ont. En l'occurrence, la série C, mathématiques, la série lettres modernes, sciences naturelles, etc., etc. Et donc, là, à partir même de ce point, on peut avoir des problèmes. Parce que, d'ailleurs, il y a des problèmes qui viennent même de la nature de notre société et de la dictature des fois des parents ou même des cousins, etc. Et des fois du suivisme avec des jeunes. Moi, je veux faire du C, je veux faire du D ou je veux faire du A, comme ça. Donc, sans avoir vraiment un argument pertinent ou un argument scientifique. Donc, ça peut même remonter jusqu'à ici. À partir du moment où on oriente les élèves du collège vers une série au lycée qui n'est pas adéquate, qui n'est pas conforme avec les compétences, avec les aptitudes des élèves, là, on a un problème d'orientation qui peut suivre l'élève jusqu'après le bac.
Donc là, ça fait un problème et je pense que là, les écoles, bon, évidemment, quand on dit les écoles, bon, l'État, c'est l'État qui est responsable de tout, mais au niveau au moins du département de l'enseignement secondaire, et ça peut aller jusqu'au niveau de chaque établissement, il faut avoir une politique ou une stratégie ou une approche, une méthode d'orientation, de préorientation du collège vers le lycée qui est correcte, qui se base sur des arguments ou sur des paramètres assez objectifs et assez scientifiques. On ne laisse pas les enfants, surtout qu'à cet âge-là, ils sont pas encore mûrs, ils ne savent pas. Donc il faut résoudre ce problème, il faut les orienter en fonction de leurs compétences, de leur évidemment bon, on va dire souhait aussi, leurs aspirations, mais ça demande des informations sur ces élèves-là. Il faut savoir chaque élève qu'est-ce qu'il maîtrise, qu'est-ce qu'il peut faire plus tard, il s'intéresse à quoi, il veut devenir quoi. Il faut aussi il faut l'équiper, pardon, des informations nécessaires, faire des ateliers au niveau des écoles, sensibiliser les élèves sur l'avenir de chaque orientation, pour ne pas dire chaque métier, parce qu'on n'est pas encore là. Et après, il vient le bac. Une fois que nous avons le bac, aussi, là, au moins, si on résout le premier problème, les gens ont fait un bac où l'orientation a été correcte. Maintenant, on vient au problème, qu'est-ce qu'on va faire après le bac et comment on va orienter les élèves. Bon, je pense que je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je vais laisser ce point. Mohamed Amin. Merci beaucoup, Dr. Cherdib. Là, je passe la parole à l'ingénieur Mohadine Chfara. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis très flatté et heureux d'avoir invité cette activité et d'ailleurs avoir partagé ces sujets avec le docteur. D'ailleurs, j'ai l'honneur ce soir de partager ces sujets avec eux, M. Ibn Noureddin, et plus précisément Madame Françoise. Donc, par rapport à ce sujet-là, c'est que peut-être mon intervention, dans un premier temps, je vais essayer d'équilibrer entre volet d'éducation et le volet professionnel. Donc, je vais essayer peut-être de voir les sujets, voilà, comme que M. Noureddin a bien précisé certains points qui m'intéressent plus au niveau en fait, de l'éducation. Nous tous peut-être reconnu que le secteur de l'éducation certainement a reconnu des progrès significatifs ces dernières années, notamment en termes d'accès et d'achèvement du primaire. Peut-être je vais partager avec vous des chiffres partagés par le Programme national de développement du secteur éducatif. Ils disent qu'entre l'année 2000 et 2003, la Mauritanie a reconnu un taux brut de scolarisation qui a augmenté à 88%, donc ça c'est entre 2000 et 2013, et les taux d'achèvement du primaire ont également augmenté à 71%, ça c'est à la date en 2013. Donc avec ces chiffres, en fait, comme M. Diba vient de mentionner, l'orientation ça commence à partir en fait à l'école, à la primaire. Mais certainement, on a reconnu avec ces progrès, malgré ces progrès-là, que la qualité, on a en fait une faiblesse au niveau de la qualité de l'éducation de base. Parce que par rapport aux bases, pour moi, à mon point de vue, là où il commence l'orientation d'un élève voilà, au niveau de primaire, à secondaire, là où il doit avoir, voilà, c'est pas une question d'avoir, voilà, allez, faire un bac A ou bien un bac C, bac B, non. L'objectif, en fait, d'avoir une formation un petit peu technique et qui va répondre dans la future à la marché, en fait, qui est au niveau, je parle au niveau de la Mauritanie. Et on a toujours là, au niveau le faible accès et la faible qualité de l'enseignement, peut-être secondaire, peut-être c'est pas tout le monde qui est d'accord sur ce point avec moi, mais à mon point de vue, je vois qu'il y a un faible accès
et faible qualité de l'enseignement secondaire et faible implication de la société civile des communautés locales dans le secteur privé. C'est de permettre après d'avoir, comme je viens de mentionner, d'avoir des taux de passage dans le secondaire pour en fait la population, celle à 55% pour les filles et 61% pour les garçons. Ça, c'est à la date de 2014. Donc, ce que nous demande peut-être à mettre en place une politique pour le développement d'équilibrer l'enseignement supérieur et promouvoir de la recherche scientifique et en équilibrant avec l'enseignement au niveau du primaire, avoir orienté un élève au niveau de l'éducation secondaire va te permettre d'avoir des démarches qui vont te permettre de former l'étudiant au niveau de l'enseignement secondaire, avoir peut-être cette formation d'être trop technique au lieu d'avoir c'est-à-dire des démarches qui sont allées en fait au bout, qui ne permettent pas d'avoir des diplômés à l'enseignement supérieur qui ne répondent pas peut-être au marché local. Donc, si on arrive à mettre en place une démarche, bien des dispositifs qui va associer les divers secteurs, bien les secteurs avec ces acteurs, soit les entreprises, les artisans, centres de formation, structures d'accompagnement social, instituts publics. Ça, pour moi, en fait, si on se concentre au niveau de la formation secondaire, avec ces acteurs, permettre de former des élèves qui va après avoir après le bac, une bonne formation à l'enseignement supérieur, pour éviter, puisque si on voit le taux de chômage en Mauritanie, ça augmente une année après l'autre. Donc, ça, peut-être, cette augmentation du taux de chômage, c'est pas au niveau des diplômés. Peut-être les diplômés, ben voilà, ils sont, par rapport au taux de chômage, ils sont à 50%, si je dis n'importe quoi. Mais ce qui est plus important qu'on oublie toujours, en fait, c'est les professionnels qui n'ont pas eu la chance, comme M. Noureddine a dit, voilà, il faut avoir peut-être chance pour faire l'éducation ou bien l'enseignement secondaire. Et ce problème ou bien ce taux de chômage au niveau des jeunes, voilà, qui sont de cas soit de chômage ou bien de la pauvreté, qui parfois, voilà, qui peut-être que c'est certainement d'être un point de blocage pour certaines, voilà, familles ou bien des élèves au niveau des secondaires, avec certaines lacunes ou des contraintes qui ne les permettent pas de compléter leurs études. Voilà, ces genres de jeunes peut-être qui augmentent les taux de chômage, mais en créant peut-être l'offre de formation destinée aux jeunes qui ont abandonné ou n'ont pas intégré le système éducatif, c'est-à-dire les jeunes qui n'ont pas eu, complété leurs études. Cette problématique du chômage des jeunes est diversement prise en compte dans les politiques, peut-être, de l'enseignement actuel, certainement. Donc, pour moi, pour ne pas rentrer trop dans le sujet du chômage, mais ça rentre toujours, ou bien ça touche un peu l'orientation des jeunes, puisque voilà, le problème qui se pose, c'est les jeunes chômeurs. Donc, si on touche les jeunes chômeurs diplômés et en oubliant, voilà, les jeunes qui ont soit abandonné ou bien ils ont pas eu la chance de terminer leurs études, ça nous permet de mettre en stratégie peut-être, voilà, la création d'un dispositif performant d'insertion professionnelle qui peut-être permettait de lutter contre la pauvreté et diminuer les taux de chômage. Et pourquoi pas un système d'éducation pour intégrer la formation technique à l'enseignement soit secondaire, voilà. Cette formation technique peut-être au niveau de secondaire, certainement on a des établissements comme ça, mais avoir augmenté et formé ces genres de jeunes, ces formations techniques, peut-être qui vont répondre aux besoins de nos marchés locaux. Et ce qui est plus important aussi, voilà, de faire former, pourquoi pas, je forme des jeunes et après, s'ils ne répondent pas à nos marchés locaux, pour moi, voilà, ça ne sert à rien, c'est juste pour augmenter les taux de chômage après. Donc, peut-être faciliter l'insertion des jeunes, voilà, des quartiers, d'avoir des services adaptés à leurs besoins.
Et ça, pour moi, ça peut être fait sans implication de ces acteurs, soit les entreprises privées, les centres d'information, même les structures d'accompagnement social. Ça, pour ne pas rentrer en détail dans ces sujets, certainement, ça c'est côté éducation. Et je vais après, en deuxième phase, on va rentrer après dans l'enseignement supérieur peut-être. Si on peut dire, si je dis l'enseignement supérieur, voilà, pour compléter peut-être l'intervention de Mme Françoise et M. Nordi, avoir un diplôme qui ne répond pas au marché local mauritanien, c'est déjà un souci, ou bien avec les chiffres, peut-être ça prend beaucoup de pourcentage de chômeurs, bien des jeunes chômeurs mauritaniens. Ce qui est déjà d'ailleurs pose le problème actuellement dans l'insertion professionnelle. Si je ne me trompe pas, l'année 2016, peut-être en organisant un salon d'orientation, on a reçu presque 1000 visiteurs à ce jour. Et avec le format ou bien les statistiques qu'on avait fait, voilà, tu trouves les jeunes diplômés dans certains diplômes qui ne répondent pas à notre marché ou bien qui ne sont pas réellement adaptés à notre environnement ici en Mauritanie, malgré qu'on a assez de domaines genre agriculture et mines, et secteur environnemental, secteur minier, secteur pharmacie, etc. Donc, si on avait peut-être mis en place ces formations genre trop techniques, si je dis technique, ça touche pas peut-être nous tous, nos étudiants, ou bien les diplômés. Voilà, aujourd'hui, moi, j'ai eu mon bac. Je pense toujours d'être un ingénieur ou bien voilà, d'être un pilote, etc. L'objectif, c'est pas ça. Il faut pas, nous, on peut pas être, tous les jeunes ne peuvent pas être des ingénieurs. Donc, bon, il y a un minimum quand même, bien une stratégie qui va dispatcher certainement les formations professionnelles. On a assez, voilà, on a besoin d'assez de techniciens peut-être aussi dans certains domaines, pharmacie, voilà, ingénierie, etc. Donc, ce volet, peut-être, ça nous manque beaucoup. Et d'ailleurs, ce qui manque, c'est d'avoir 80% des diplômés d'ingénieurs, ça c'est bon. Mais peut-être, voilà, pour avoir l'accès au travail ou bien l'insertion professionnelle, certainement, on doit avoir diminué, voilà, ce taux. Donc, et après, pour continuer sur le volet professionnel, parler un petit peu, ou bien genre surtout les élèves ou les étudiants plutôt diplômés, bien qui seront bientôt diplômés. Peut-être le conseil d'un jeune qui va partager une petite expérience avec vous ce soir. Il ne faut pas toujours penser, voilà, aujourd'hui, voilà, je serai le major de ma promotion, etc. Bon, l'objectif, il ne faut pas penser toujours sur les notes, etc. D'être un major, c'est bon. Mais ce que peut-être va rester, ce que peut-être sera resté avec toi, voilà, après ton graduate, c'est peut-être. Pardon, merci beaucoup, Mouhadine. Peut-être je reviens vers toi, l'expérience que tu as eue, l'opportunité que tu as eue chez Total. Et là, je reviens vers Madame Françoise. Quelques conseils, si vous avez, pour ces jeunesses? Déjà, c'était super intéressant pour moi de vous écouter. Et il y a une question qui est posée, qu'est-ce qu'une bonne et une mauvaise orientation selon vous? Alors d'abord, je pense qu'il y a une chose qui est très importante, c'est que l'éducation donne la liberté. C'est ça qui donne, qui fait des hommes et des femmes qui réfléchissent. Et le plus important, c'est de faire un métier qu'on aime. Et l'illusion d'emmener 80% d'une génération au bac, comme c'est le cas en France, et vers les études supérieures, on s'aperçoit, alors dans une bien moindre mesure que ce que vous venez de dire, mais on a exactement le même problème en France. On a plein de gens qui ont des beaux diplômes et qui n'ont pas de boulot.
Et puis on a des entreprises qui cherchent des gens et qui n'en trouvent pas, et qui n'en trouvent désespérément pas. Contrairement à l'Allemagne, pendant de longues années, en France, le système de l'apprentissage a été dénigré. Le salut, c'était que les études supérieures générales, et sans ça, on n'était pas considéré. Et c'est bien dommage parce qu'aujourd'hui, il nous manque des tas de gens dans des tas de métiers manuels. Il nous manque des nouvelles générations pour prendre la suite dans des métiers manuels qualifiés parce qu'on est allé trop loin dans le fait de vouloir absolument emmener tout le monde vers le bac et vers l'après-bac. Et c'est un vrai problème parce que quand vous avez sacrifié 5 années de votre vie pour des études supérieures et que finalement vous vous trouvez sans emploi et que vous êtes dans un quartier populaire où vous voyez à côté de ça des gens qui traficotent et qui, par des moyens illégaux, gagnent beaucoup d'argent, c'est vraiment désespérant. Et c'est ça quand même la réalité des quartiers en France, hein, dans certains quartiers. Il faut pas que vous croyiez que c'est un paradis. Et moi, j'interviens dans différentes associations pour aider des jeunes qui n'ont pas de réseau à décrocher leur premier emploi, en leur donnant, en les aidant, en les soutenant pour ça. Donc, il n'y a pas de bonne et il n'y a pas de mauvaise orientation, mais il y a le fait que si je dois quand même être un peu les pieds sur terre, la bonne orientation, je vous rejoins, hein, Moïdine, c'est quand même de trouver un boulot à la sortie. Et on peut aussi progresser. Alors, j'entends tout ce que vous avez dit sur la réalité de la Mauritanie et le fait que il y a le piston, il y a des passes droits, il y a des tas de choses, mais il y a aussi des belles réussites. Et c'est ça qu'il faudrait mettre en avant probablement. C'est des gens issus de milieux modestes qui réussissent et qui doivent être des porte-étendards pour demain, qui doivent montrer qu'on peut réussir, même si on n'a pas les relations qu'il faut au départ, et qu'on peut réussir aussi dans n'importe quel métier. Tout le monde, vous l'avez dit, Moïdine, tout le monde ne peut pas être ingénieur. Bah non, ça sert à rien parce que tout le monde déjà n'a pas envie d'être ingénieur et puis au bout du compte, s'il y a trop d'ingénieurs dans une spécialité et pas dans une autre où on en cherche, ça sert pas à grand chose. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi. Alors il y a quelque chose, je ne sais pas si vous avez les moyens de l'impulser, mais il y a quand même un truc qui est très bien en France, c'est le stage de troisième. Je connais pas du tout votre système éducatif, hein, donc, mais au collège, les enfants qui ont 14 ans viennent rendre visite aux entreprises, viennent passer une semaine dans des entreprises. Et ça peut les conforter dans l'idée qu'ils ont de ce qu'est un métier ou au contraire les dégoûter. Je vais vous raconter une petite anecdote qui est une anecdote personnelle. Notre deuxième fils, Amir, a 16 ans et il est en train de préparer un bac professionnel de boulanger-pâtissier pour se spécialiser ensuite en chocolaterie. Depuis qu'il a 8 ans, il a envie de faire ça. Et c'est un métier qui est dur, mais et nous on n'est pas vraiment, c'est pas du tout notre milieu professionnel, mais on l'a laissé faire ce qu'il voulait. Et aujourd'hui, j'ai un fils qui est épanoui, qui est heureux de se lever à 5 heures le matin, de se lever à 4 heures le matin pour commencer à travailler à 5 heures. Et c'est magnifique. Je pense qu'il faut une bonne orientation, c'est quand au bout du compte, on fait ce qu'on aime. Voilà. Pour moi, c'est ça, la bonne orientation. Et voilà, je pense qu'il y a des métiers manuels aujourd'hui. Je vous parle plus de la France parce que c'est évidemment le marché du travail que je connais, mais c'est dramatique de voir que certaines spécialités, finalement, les gens on va réorienter des gens après qu'ils aient fait des études pour aller faire des métiers pour lesquels qu'ils avaient vraiment envie de faire et où les parents ont dit ah non, mon fils ou ma fille, il faut vraiment que tu passes ton bac, c'est important.
puis au bout du compte, c'est des gens qu'on retrouve après, qui font un CAP ou un autre diplôme pour aller faire le métier qu'ils ont envie de faire. Voilà, j'en ai pris plein la figure avec vos témoignages, c'est super intéressant. Et je me dis que finalement, on a des tas de problèmes en commun, même si on n'est pas au même niveau de développement, et que l'orientation, c'est une vraie difficulté, et c'est une vraie difficulté quand on est parent, de se dire qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que je laisse mon enfant faire ce qu'il a envie de faire, ou bien est-ce que je lui dis oui, vas-y, mais tu n'es pas sûr de trouver du boulot à la sortie. Ok. Merci beaucoup. Je pense que je passerai la parole à Dr Nordine, si vous avez quelque chose à rajouter. Merci bien. C'est également un plaisir pour moi et un intérêt réel de vous écouter tous les uns et les autres. C'est certainement le carrefour d'expériences très diversifiées. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur la question de l'orientation, de la bonne ou la mauvaise. Moi, je dirais que ça va rejoindre un petit peu la logique de ce que j'avais commencé tout à l'heure à dire comme raisonnement. C'est que l'orientation, elle ne commence presque pas à la naissance. Eh bien, elle commence au moins à la scolarisation, malheureusement ou heureusement. Donc, si on est à l'école, vous savez qu'au Japon, on commence à enseigner un peu d'informatique à l'école primaire. Donc, on commence l'orientation professionnelle de manière. Et il y a des pays où on fait des tâtonnements, je veux dire, des tâtonnements professionnels, c'est-à-dire qu'on essaye de détecter les talents bien avant le baccalauréat, bien avant l'université. C'est pas à l'université qu'il faut commencer à. Donc, une bonne ou une mauvaise expérience, une bonne ou mauvaise orientation, elle est très, j'allais dire, répartie pour le temps. C'est-à-dire que oui, vous pouvez, comme l'a dit madame, pour appliquer ce qu'a dit Mohidine, oui, c'est vrai, au final, le but ultime, c'est de trouver un bon boulot dans lequel on s'épanouit, comme le jeune danger fils de madame. Donc, oui, le but ultime, c'est de s'épanouir dans un boulot qu'on aime. Et donc, on va servir mieux son prochain et servir la société, le pays dans lequel on évolue. Donc, alors, produire des générations qui sont épanouies, augmenter les chances d'épanouissement à travers une bonne orientation. Alors, il y a un point qu'il faut quand même souligner. Pour tous les potentiels orientés, on les appelle comme ça, les étudiants, les élèves ingénieurs, tout le monde ne peut pas être ingénieur, oui, d'accord. Tous les étudiants, tous les ressortissants des écoles, ou même qui ont moins de ça comme diplôme, il faut qu'ils sachent que à eux seuls, ils ne peuvent pas opérer une auto-orientation. On ne peut pas, malheureusement. Il ne faut pas rêver. Il est de notre droit et de notre devoir surtout de dire que alors, une bonne orientation, ça commence déjà avec vous quand vous étiez petit, mais vous ne savez même pas ce que c'est un travail. Vous ne comprenez pas. Il y a quelqu'un qui doit peut-être activer ton. Je ne sais pas si c'est moi qui. Le bruit là, il y a un bruit dans le micro. C'est cher. C'est toi? Ou c'est moi? Ouais, tu peux désactiver ton micro pour voir ça vient d'où. D'accord, très bien. Maintenant, c'est bon, c'est plus clair. Donc, moi, je disais que voilà, l'orientation, ça commence par l'État. C'est l'État qui oriente. La société civile, si vous voulez. Le milieu académique. Les centres d'orientation qui se trouvent aussi bien à la sortie du bac que dans les institutions universitaires et académiques. Donc, l'orientation, c'est un travail laborieux, c'est assez long. C'est un travail collaboratif, synchronisé, linéarisé sur le temps. Donc, je n'ai pas trop théorisé sur ce sujet, mais je tiens quand même à ne pas donner une idée fausse sur l'orientation. Il suffit de faire un joli CV, de se mettre sur LinkedIn ou de postuler avec les moyens dont on dispose, ça dépend de l'État, dont on dispose dans son environnement et décrocher un travail. Par exemple, le jeune que madame a cité, s'il n'avait pas des parents qui étaient compréhensifs, qui ont le sens, même si ce n'est pas leur milieu professionnel, qui ont le sens de l'épanouissement professionnel et qui l'ont laissé faire, eh bien, peut-être qu'il n'aurait pas cette chance-là. Et peut-être que son diplôme aurait tombé à l'eau. Peut-être que son diplôme n'aurait rien servi parce qu'il aurait été désorienté par je ne sais qui. Comme l'a dit Cheikh tout à l'heure, docteur Cheikh l'a dit, le suivisme. Nous, on a en Mauritanie, je ne sais pas si ça existe encore en France, de dire, ouais, parce que mon oncle est médecin, alors moi, je fais médecine, sans savoir ce que c'est.
Exactement, sans appréhender la question. Donc, il y en a un qui, ouais, parce que j'ai croisé quelqu'un au campus, il m'a dit que c'est beau de faire des mathématiques. Oui, mais après s'être inscrit, perdre du temps, après on se casse la figure, on sait pas, on sait que on n'a rien à voir avec ça et qu'on veut pas faire ça. Donc, même dans les pays où l'orientation c'est quelque chose qui fait établissement, qui existe, qui est pratiqué par, il y a des gens qui sont payés en France. Je prends l'exemple de la France, mais en Allemagne, aux États-Unis, dans d'autres pays que j'ai visités, même de l'Asie, qui sont payés, qui ont des salaires pour orienter les jeunes à d'abord s'inscrire dans les bonnes disciplines, ensuite à faire les passerelles qu'il faut, et ensuite il y a des orientations professionnelles. Même dans ces pays-là, on peut se tromper également. Il y a moyen de se tromper. Comme l'a signalé Madame tout à l'heure, les gens qui pourraient, même avec un bon diplôme et une possibilité de travailler, tomber malheureusement dans des économies souterraines, dans certaines cités. Moi aussi, j'ai connu la France, j'ai connu des banlieues où il y a des choses qui se passent, qui sont pas le sujet de ce soir, mais on les connaît, on peut faire de l'argent. Donc, les jeunes sont tentés par l'argent facile. Ils voient des amis, des jeunes du quartier qui ont des très belles voitures. On ne sait pas d'où ça vient. Enfin, on sait, on a une idée, mais voyez, donc après, ça décourage. Ça décourage, et si ça décourage pas, ça distrait. Parce qu'on voit des raccourcis. Aussi, en Mauritanie, on a des problèmes qui sont pas les mêmes forcément. C'est pas forcément la drogue ou l'économie souterraine, mais ça peut être tenté par les biens que possède, habiter dans un quartier, où il y a des jeunes qui sont des fils de papa ou des fils de familles très riches, où on a tendance à vouloir faire comme eux, et donc ne pas se concentrer sur ses études. Et encore moins ne pas se concentrer sur son CV, parce qu'on a vu des gens qui ont gagné leur vie sans même faire un CV, ne pas avoir des CV. Je pense qu'il y a beaucoup de gens riches en Mauritanie qui n'ont pas de CV, ils n'ont jamais rédigé un CV. Et ça, c'est un secret pour personne. Et en Afrique, on a des gens qui sont arrivés à être des grands hommes d'affaires, ils n'ont jamais pris une page Word pour faire un CV, ni sur une page, ni sur 10 pages. Et on a des hauts fonctionnaires, des gens qui sont à la recherche d'emploi. Moi, vous savez, moi j'ai milité, moi Cheikh le sait aussi parce qu'on est des enseignants universitaires, on a milité pour se faire recruter à l'université. C'est inimaginable en France. Quand j'étais en France, comme Cheikh, on a soutenu nos thèses respectives de doctorat en bonne et due forme, et on a fait même le dossier des qualifications au poste de maître de conf. Et quand on est rentré à Mauritanie, on avait du mal à se faire recruter même en tant que maître assistant. Vous imaginez, c'est un paradoxe. Parce que l'employabilité, même dans le milieu universitaire, n'est pas les mêmes. Voilà les problématiques. Donc, nous, ce soir, on a beau à collecter les expériences des uns et des autres, Madame Françoise, de Cheikh, de moi, de Mouhidine, c'est bien, mais est-ce que ça va colmater les brèches qui sont dans la grille de lecture, dans la grille de lecture que doit avoir un étudiant? Est-ce que ce soir, on peut dresser un tableau de critères qui peut orienter précisément, de façon cartésienne, comme si c'était un algorithme, un étudiant ou un ressortissant qui est très motivé, qui veut trouver du boulot à Nouakchott, ou à Dakar, ou à Bamako? Eh bien, j'en suis pas sûr. Je vais pas jouer le pessimiste, mais j'en suis pas sûr. Mais ça va aider certainement, c'est très bien. Donc, il faut se concentrer sur ses études, se faire conseiller beaucoup, suffisamment. Moi, j'ai des étudiants et je pense que Mohamed Lemine était mon étudiant pendant quelques années. Il sait que je disais souvent aux enseignants qu'il faut, aux étudiants qu'il faut poser des questions, qu'il faut s'adresser aux enseignants. Il faut faire un maximum d'efforts personnels à défaut de trouver des structures universitaires et professionnelles qui vous orientent. Donc, faites un maximum pour s'auto-orienter grâce au conseil des enseignants, grâce aux conseillers dans le milieu professionnel, aux directeurs de ressources humaines, aux responsables de ressources humaines. Donc, un big effort personnel pour s'orienter, regarder les conseils, recouper les expériences de chaque pays. La méthodologie en France n'est pas forcément la même en Mauritanie, ça peut se recouper, il y a des points communs. Mais comment faire son CV en Mauritanie n'est pas forcément exactement la même chose qu'en France. Malheureusement, c'est comme ça. Moi j'en sais quelque chose parce que j'ai postulé en France, j'ai postulé en Mauritanie. Quand j'étais en France, j'avais 2 CV. J'avais un CV d'ingénieur informaticien et j'avais un CV d'enseignant à terre à l'université. Un CV académique où il y a mes papiers de publication, un CV où il y avait mes projets informatiques ou des choses que j'ai pu réaliser, auxquelles j'ai pris part. Donc, 2 CV complètement distincts. Ou quasiment, il y avait peut-être que les hobbies qui étaient communs. Et donc, j'ai quand même décroché un poste en France, dans la Vendée. Je me souviens avec 3 000 euros je suis partagé, je parle spontanément, où j'ai un poste en Vendée, entretien téléphonique, tout de suite embauché, avec 3 000 euros bruts par mois, tout de suite. Et quand je suis rentré en France, j'avais du mal à trouver un poste, j'avais du mal à trouver un salaire avec 400 euros, avec mon doctorat.
de développement informatique. Je pense que vous connaissez ça, je n'ai pas le répété beaucoup, mais voilà, les problématiques sont des fois presque singulières par pays. Parce vous parlez dans votre titre de problème des jeunes, d'orientation des jeunes en Mauritanie et en Afrique de façon générale. Alors, les orienter en France, Madame Françoise va en dire beaucoup plus que nous, parce qu'elle sait comment orienter les jeunes de façon générale en France, notamment africains qui viennent dans notre milieu. Ben nous, on va dire autre chose, les orienter dans leur pays d'origine. C'est tout à fait une autre paire de manches. Les orienter donc c'est complètement différent. Il y a énormément de choses à dire. Excusez-moi, je ne vais pas être trop long. C'est très intéressant d'écouter les uns et les autres, mais vraiment, il y a un grand chemin à parcourir. Il y a beaucoup de travail et ça relève de la gouvernance. Je dirais même que ça relève toujours, comme beaucoup de questions, de la bonne gouvernance dans ce pays où les lois ne sont pas forcément appliquées, la réglementation n'est pas exhaustive, elle n'est pas appliquée, les politiques ne sont pas claires quand elles existent déjà, parce que des fois, elles n'existent pas. Vous savez, l'employabilité, les courbes de chômage ne sont pas comme en France. Enfin, c'est toute c'est un océan de différenciation, de complications. Voilà, je cède la parole, docteur Cher, si ça va toujours dans ce sens. Voilà. Merci à vous tous. C'est très, très intéressant de vous écouter. J'aurais bien aimé que vous continuiez à nous parler de tout cela. En fait, je continue l'idée que j'ai commencé, c'est-à-dire que je vais bien parler de l'orientation post-bac, après le bac, et surtout en Mauritanie, et de deux angles. Qu'est-ce qu'il faut faire du point de vue étudiant et qu'est-ce qu'aussi on voit comme problème ou comme dysfonctionnement que l'administration ou l'État ou le secteur d'éducation nationale peut régler ou peut voir de son côté. Donc, lorsque les étudiants ou les élèves obtiennent le bac, évidemment, c'est un point de départ pour son avenir. Ça décide évidemment le choix qu'il va avoir, pour ne pas dire son choix, parce qu'il va être orienté la plupart des cas contre ses souhaits, contre ses voeux, et la plupart de cas, c'est même un choix par défaut parce qu'il n'y a pas assez de postes, on peut pas satisfaire tout le monde. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'à l'époque, j'ai fait mon bac, je me souviens qu'ils nous ont donné 3 choix. C'est-à-dire qu'à l'époque, au pire des cas, on vous donne votre 3e choix pour aller faire des études supérieures. Et maintenant, je pense que c'est même 11 ou même plus de choix. Et il y a certains étudiants, certains élèves qui vont être orientés au 11e ou 12e choix. Et cela veut dire que soit un refus par l'élève, il va pas aller même faire l'université, hein, il va prendre un autre chemin, ou bien il va être obligé parce qu'il n'y a pas d'autre perspective, il n'a pas d'autre choix, donc il va faire ces études-là, dont il n'est même pas convaincu et il n'est même pas aussi motivé pour les faire. Et le résultat, il faut l'imaginer, le résultat soit un échec même au milieu du chemin ou même au début du chemin, ou bien avoir un diplôme dont on n'a pas la maîtrise de tous les aspects et par la suite, soit on exercerait des métiers qui n'ont rien à voir avec le diplôme, ou bien être au moins des incompétents, ce qui est malheureusement le cas de la majorité de nos, bon, pour ne pas dire de nos cadres, mais au moins la majorité de ce qui se passe chez nous en Mauritanie et en Afrique, c'est que vous avez le choix par défaut, donc vous ne maîtrisez pas votre boulot, ni même votre supérieur, ni vos collègues, rien, c'est tout le monde. Donc, c'est un malheur partagé. Bon, c'est déjà bien qu'il est partagé. Donc,
C'est quoi le problème? Il y a un problème, comme j'ai déjà soulevé, un problème qui peut être résolu au niveau de l'école secondaire par les parents, c'est-à-dire qu'essayer de découvrir les compétences, les ambitions de chacun et le bien orienter d'ailleurs pour ne pas au moins choisir la mauvaise série. Une fois que nous avons le bac, là vient autre chose. Vient le rôle du ministère qui doit faire beaucoup de campagnes de sensibilisation ou suivre d'autres modèles comme vous venez de soulever, Nourdine et Madame, avoir des conseillers en orientation, à mettre des dispositifs qui aident les étudiants ou les élèves à choisir, à bien choisir leur avenir, en fait, leur choix d'orientation. Ça, c'est ou faire des portes ouvertes, faire des salons comme Mouhidine nous a parlé tout à l'heure, le salon de 2019. Mais à mon avis, les salons ne suffisent pas parce que ce n'est pas à la portée de tout le monde. On ne peut pas aller à l'intérieur du pays, sauf si c'est vraiment une stratégie étatique et soutenue par l'État, c'est possible. Mais en tout cas, il y a vraiment un grand effort à faire par l'État pour sensibiliser et aider les étudiants, ou pas même sensibiliser, pour les orienter correctement. Et en plus, vient d'autres problèmes qui sont aussi la méthode d'orienter les gens, les étudiants ou les élèves. Prenons un exemple d'un étudiant ou un élève qui fait un bac série mathématiques, et il est bien à maths, il aime mathématiques, même le collège ou même avant le collège, il a souvent des bonnes notes, mais accidentellement, nous on a le bac, c'est juste des épreuves au niveau national, il n'est pas sur 2 ans ni sur 3 ans, donc c'est une seule chance. Donc il peut obtenir son bac, sauf qu'il obtient une très mauvaise note en mathématiques. Et l'orientation ne se base que sur cette note-là, qui était une seule chance, dont l'étudiant, ça ne reflète pas son niveau en mathématiques, parce qu'il était bon, sauf que le jour du bac, il n'était pas en bonne forme, ou il n'a pas eu de chance, ou ça arrive en tout cas. Donc, est-ce que c'est juste de se baser sur seulement les notes obtenues en bac, ou bien il faut revenir un petit peu en arrière, une année ou deux, les notes en première année ou en seconde, pour dire, OK, là, on peut avoir vraiment des données fiables pour dire celui-là, il est bon en maths ou il n'est pas bon. Ça, je pense que c'est l'un des points que les responsables, les décideurs peuvent tenir en compte pour bien orienter les gens, orienter les élèves, parce que je trouve que c'est injuste si on est bien dans une matière et par mauvaise chance, le jour du bac, on se trompe dans un exercice ou autre, on avait un problème, on avait du paludisme comme la plupart des élèves le jour d'examen. Hein. Ils sont fatigués, ils ont le paludisme parce qu'ils veillent beaucoup. Donc là, c'est juste un point comme d'autres. Hein. Le fait que le ministère doit réfléchir sur, d'ailleurs, les critères d'orientation, il faut les revoir. En plus, personnellement, d'ailleurs, c'est une question peut-être, c'est pas d'ordre scientifique, peut-être même politique ou stratégique. Est-ce que il vaut mieux offrir de l'enseignement supérieur à un petit nombre ou un nombre raisonnable d'élèves après le bac et c'est un enseignement de qualité, ou bien offrir l'enseignement supérieur à tous les étudiants, à tous les élèves, mais au détriment de la qualité de cet enseignement, parce que nous avons l'obligation d'orienter tous les étudiants, tous les élèves vers l'enseignement supérieur public. Il faut évidemment avoir des salles remplies, il faut avoir 100 ou 200 ou 1000 étudiants dans des amphis, moins d'enseignement, moins d'encadrement, et finalement avoir des outputs, des sorties des étudiants, des produits qui sont défectueux, qui ne peuvent pas affronter la réalité des choses, le marché du travail. Moi, à mon avis, ça aussi, c'est un point à regarder. D'abord, je pense que le droit à l'enseignement supérieur n'est pas un droit universel. C'est vrai que l'État doit au moins offrir jusqu'au bac, et après le bac, peut-être offrir
des formations techniques peut-être, et on en a en Mauritanie. Il faut peut-être voir comment augmenter l'effectif qui peut aller à ces instituts ou ces écoles moyennes, au lieu de remplir les salles de cours à l'université avec une qualité très moyenne, si ce n'est pas très, très mauvaise. Voilà, donc ça c'est quelques remarques et quelques idées sur ce qui se passe au moins en Mauritanie, que je suppose que aussi d'autres pays ont le même problème ou des problèmes similaires. Voilà, je vous donne le micro. Merci beaucoup, Dr Cherdib. Je reviens vers Mouhaddine. Mouhaddine, si tu as quelque chose à rajouter en plus. Merci, Ahmed Lamine. Donc, là, peut-être pour compléter, en fait, c'est que les collègues, monsieur le docteur Noureddine Cherdib, madame Françoise, ont déjà parlé sur ce volet professionnel et l'orientation au niveau de l'éducation. Donc, par rapport à l'éducation en Mauritanie, comme je l'avais dit, ce qui concerne les formations techniques, pour moi, ce sont c'est les bases, la base qui permettent d'orienter les élèves à partir de l'éducation secondaire, puisqu'à partir de là, qui va te permettre, si la formation est trop technique et répond au marché local, ça te permet d'après avoir une bonne orientation après bac et faire choisir en fait le bon chemin au lieu de faire, parce qu'on a certainement, vous connaissez peut-être certainement des jeunes, ils ont fait un parcours universitaire ou bien dans une école, ingénieur, formation sur tel diplôme. Et après son graduate, il change carrément le boulot. Je connais pas mal de cas comme ça, voilà. Des ingénieurs mécaniciens, ils se transforment vers des informaticiens, ils travaillent dans le boîtes de développement, etc. Donc, bon, certainement, c'est dit pour moi à malorientation, juste au niveau du bac ou bien la formation de base. Voilà, il était très bon en mathématiques ou bien en physique, etc. Il a fait son bac C. Voilà, j'ai fait un ingénieur. Voilà, après 5 ans, j'ai mon diplôme d'ingénieur. Mais voilà, à un moment donné, voilà, il a décidé peut-être mon choix, c'était pas bien, etc. Il est transformé vers un ingénieur informaticien ou bien un développeur. Puisque pour travailler dans un domaine, il faut que tu sois déjà, tu le maîtrises et quand même, il faut être à l'aise dans ce que tu es en train de faire. Donc, juste ça, c'est une petite introduction pour revenir peut-être côté le point que je voulais parler tout à l'heure. En fait, peut-être une orientation pour les étudiants au niveau des universités ou bien des écoles. L'objectif toujours, comme je viens de le dire, c'est pas d'avoir, avoir une bonne note, très bonne note dans l'examen ou bien pour avoir ton diplôme, les majors, etc. Il faut pas cibler ça comme un objectif. En tant qu'étudiant, avoir une bonne note, c'est très bien, c'est excellent. Mais il faut savoir, après ton graduate, tu auras un diplôme, qui est pareil pour tout le monde. Il y a que, ton prénom, etc., qui va faire la différence, nom et prénom, etc. Donc, il n'y a pas de note sur le diplôme. Ce qui est important et qui va rester avec toi dans la formation, c'est qu'il faut maîtriser, comme Mme Françoise a dit, les langues internationales. Donc, ce qui va rester après toi, au moment de tes études, les langues internationales qui va te faire différence, au moment soit d'entretien ou l'occasion d'embauche. Ce qui va faire différence peut-être parmi les points majeurs ou bien points forts, c'est ça, connaître plus de langues, soit par rapport à ta langue maternelle, et maîtriser les logiciels de ta formation de base, c'est-à-dire le logiciel, soit un informaticien, tu as tes logiciels qui te concernent, un électromécanique, tu as des logiciels, électricité, télécommunications, etc. C'est juste des exemples. Il faut maîtriser ce genre de logiciels. Après ta sortie, c'est ce qui va faire la différence entre toi et les autres. C'est pas le diplôme seulement, mais ces compétences, techniques qui vont te permettre après. En troisième point, il faut créer ton réseau. Alors, là où tu es un étudiant à l'université, comme Dr Noureddine a dit,
déjà, un point de départ, il faut prendre toujours le conseil des enseignants à l'université, à l'école, etc. Et là, à partir de là, tu peux commencer de créer ton réseau, avoir des réseaux. Au moment que tu es un étudiant, ça te permettra après d'avoir, voilà, des recommandations, des chances, plus de chances d'avoir un boulot après, ou bien, après ta sortie de l'école ou bien de l'université. Donc, il faut créer ton réseau en ce moment. Et créer ton réseau, ça te permettra après, ou bien pour créer ça, il faut déjà intégrer dans les activités associatives. Peut-être va te former en termes de communication ou bien en termes de relations publiques. Et ça te permet d'avoir plus de contacts, ça va te permettre de créer plus de réseaux. Donc, ça, c'est certainement, voilà, ce sont des conseils d'orientation peut-être pour les étudiants au niveau des universités. Et pour rajouter, ou bien juste pour ne pas être long, le problème majeur en Mauritanie ou bien en général en Afrique, c'est pas au niveau des ressources humaines. L'Afrique, ou bien plus précisément la Mauritanie, on a des ressources humaines compétents et capables de gérer de manière très efficace. Mais ce qui manque peut-être notre système d'éducation, c'est d'améliorer la formation ou bien des formations de base. Si on arrive d'améliorer les formations de base au niveau de l'éducation scolaire ou même fondamentale, ça nous permet d'orienter les élèves ou les élèves secondaires vers nos formations techniques qui va permettre d'avoir bien ciblé le marché local. Il ne faut rien de former, de prendre un élève secondaire pendant 6 ans, après 5 ans ou bien au moins 6 ans à l'université. Tu fais 12 ans dans tes études pour après avoir un diplôme qui ne va pas peut-être plus ou moins t'aider d'avoir intégré dans l'insertion dans le marché local. Je vois qu'il faut déjà avoir une stratégie, une politique, certainement l'État qui peut impliquer dans ça, pour orienter ou bien améliorer, je ne dis pas changer, mais peut-être améliorer la formation de base et l'orientation dans nos éducations secondaires. Ou bien faire, en troisième point, faire des programmes d'insertion professionnelle. Comme je l'avais mentionné, voilà, le problème des taux de chômage, c'est pas juste les diplômés. On a en fait un part de jeunes qui sont pas peut-être diplômés, qui sont pas peut-être assez à un niveau, voilà, assez bien pour avoir un diplôme de master ou bien ingénieur, etc. Mais ils ont un diplôme peut-être licence ou bien un bac, etc. Mais ces jeunes-là, peut-être, et qu'ils augmentent plutôt le taux de chômage. Et là, par rapport à l'insertion professionnelle ou bien de formation technique ou bien professionnelle, certainement, on a des établissements publics qui sont dédiés à ces genres de formation, mais ça peut être le problème ou bien les contraintes, c'est au niveau au niveau du volet de formation ou bien de base ou bien l'encadrement qui est mis en place peut-être dans ce genre d'établissement. Peut-être d'augmenter ce genre d'établissement de formation technique et faire un programme professionnel pour au moins absorber le taux de chômage pour ce genre de jeunes diplômés. Donc, c'est ce point. Si je vous laisse la parole à Madame Françoise. Merci beaucoup, Maudine. Merci à toutes. Ces débats, c'était très intéressant. Et là, on va rentrer dans la phase questionnaire. Et là, j'ai reçu une question pour quelqu'un qui a plusieurs d'experts. Il est obligé d'avoir un CV d'une page en résumé. Je sais pas si vous voulez. Je pense que l'émission n'a été pas adressé vraiment. Qui va se lancer pour les questions? Madame Françoise, Dr Nourdine. Excuse-moi, Mohamed Amin, mais j'ai pas bien entendu la question. Ah bah, pour quelqu'un qui a plusieurs d'expérience, il est obligé d'avoir un CV d'une page en résumé.
Allez-y, Bah oui, madame, si vous voulez. ouais, oui, je maintiens. Je vais juste vous donner une statistique et elle est effrayante. Mais et donc là, je parle bien du marché français. Hein, évidemment, je me garderai bien de donner des chiffres sur le marché mauritanien que je ne connais pas du tout au niveau de l'emploi. Mais un recruteur passe moins d'une minute sur un CV. Donc, si vous n'êtes pas synthétique, il ira jamais au bout de la troisième page. Et personnellement, moi, je vais vous dire, hein, ça me fait très très peur de voir quelqu'un qui me sort un CV de 3 pages, alors qu'il a juste 2 ans d'expérience après son diplôme de bac+5. Pour moi, c'est quelqu'un qui manque d'esprit de synthèse. Et il faut bien qu'on ait des trucs à se dire aussi en entretien. Donc, le CV, c'est une carte de visite. Il faut que ce soit attractif, mais il faut aussi que ça laisse de la place à la discussion quand on va se rencontrer. L'objectif, c'est quand même le CV, il est là pour faire passer le cap, pour être convoqué à un entretien. Et lors de l'entretien, si tout est écrit dans le CV, on n'aura pas grand-chose à se dire. Voilà. Donc, oui, il faut faire l'effort de synthétiser et on n'est pas obligé de raconter sa vie dans son CV. Voilà. Donc oui, ça tient sur une page, je vous assure. Et si vous voulez un petit coup de main avec, je sais pas qui a posé la question, mais vous pouvez communiquer mon adresse mail et on se fera un petit Skype ou un petit Teams pour revoir le CV. C'est la première chose que je fais avec les jeunes que j'encadre dans le cadre de l'association Nos quartiers ont des talents, qui est une association où on est adhérent et qui fait sur la base du partenariat, enfin du coaching individuel en fait. On aide des jeunes, encore une fois, à trouver leur premier job ou à concevoir leur CV pour trouver leur stage, hein, tout simplement, parce que même trouver un stage, des fois, c'est pas facile. Voilà. Donc oui, je maintiens. Mais Nordine, vous n'êtes peut-être pas d'accord hein, avec moi. Hein. Ben, en effet, je suis grandement d'accord avec vous. Je spécifierai juste un cas particulier parce que, bon, vous avez absolument raison, je vous rejoins là-dessus. Il faut synthétiser, il faut avoir l'esprit de la synthèse et il faut se mettre surtout à la place, comme vous l'avez si bien dit, de la place du recruteur, le chasseur de tête, comme on dit. Il n'a pas une minute. Hein. Vous êtes même très optimiste. Hein. Des fois, il n'a pas une minute. Moi, j'ai passé 5 ans de ma vie à chasser, entre guillemets. Enfin, ça se passe pas exactement chez nous comme en France, encore une fois. Mais en fait, à regarder les CV. Donc, c'est un regard diagonal, complètement diagonal, où le chasseur cherche vraiment un mot-clé, un nom de logiciel, une expérience, un nom de pays, une langue, comme l'a dit Mouhidine, vous l'avez dit vous aussi. Donc, il faut se mettre à la place de celui qui chasse. Le RH n'a pas le temps de lire de la poésie, de savoir que vous avez visité des beaux pays. Et il n'a pas le temps de savoir que vous avez publié 30 articles. Mais je rajoute juste une petite spécificité pour les CV académiques qui sont réservés aux candidatures pour des postes académiques. Des fois, on demande même explicitement un CV détaillé. Donc, vous savez que des fois, il y a des candidatures où on demande de façon très claire de détailler les CV. Mais on dit, il ne faut pas que ça dépasse 6 pages, 5 pages, 3 pages. Ça, c'est vraiment des cas particuliers. Peut-être que Madame Françoise parle de façon générale, il faut absolument synthétiser. Il faut pas que ça dépasse il faut être succinct. Il faut, comme elle le dit, il y a un effort intellectuel, une habitude, une certaine gymnastique à adopter pour pouvoir faire un CV qui tient sur une page ou même moins. Et il ne faut pas que ça tienne seulement sur une seule page parce que vous pouvez mettre des choses, il faut prioriser. Il y a des choses à mettre en évidence, des choses à flouer ou à masquer, à sucrer parce qu'on n'a pas le temps. C'est pas seulement parce que ça fait une seule page que c'est beau. Hein. Il faut que ça se fasse une seule page et que ça prenne les meilleures choses. Et il faut qu'il y ait des grandes lignes. Par contre, quand c'est un métier comme un enseignant-chercheur ou un maître de conf ou un postdoc à l'université ou un ATER, hein, comme en France, attaché temporaire, bah là, il faut pas faire tomber des publications parce que ça joue beaucoup sur votre notation. Hein. Si vous avez écrit un chapitre d'un livre ou si vous avez participé à un comité de lecture, il faut absolument le spécifier. Donc voilà, je voulais juste rajouter cette particularité. La règle n'est pas absolument généralisée. Voilà, c'est tout. Sinon, je suis complètement d'accord avec vous, madame. Merci beaucoup, Dr Nordine. Merci beaucoup à vous tous. Donc, un petit mot peut-être, c'est l'association, puis
les mots de fin à votre convenance, Madame Françoise? Je vais finir parce que je lisais les commentaires et il y avait quelqu'un qui a écrit: «Faut pas décourager les jeunes». Ah, Bah, ok, je vais finir sur une note positive. il n'y a pas de souci. Cette crise qu'on traverse est une crise dramatique. Je parle de la crise sanitaire, hein, qui génère une crise économique derrière. Mais paradoxalement, oui, et je sais, vous allez me dire, on n'est pas encore à l'heure du haut débit en Mauritanie, mais on va y venir et probablement que vous allez bypasser des étapes et aller directement à des vitesses qui sont pas encore, même dans certaines régions françaises, en termes de communication. Mais cette crise du Covid, elle a mis en valeur le fait que elle a fait tomber en fait des freins pour l'emploi. C'est-à-dire que des gens qui n'imaginaient pas pouvoir recruter quelqu'un qui travaillerait à l'autre bout de la France, sans le voir, en n'ayant qu'une relation virtuelle avec lui ou elle, bah, en fait, cette crise qui nous a cloués chez nous quand même au printemps pendant 2 mois et demi, hein, puisque 16 mars, 11 mai, et ben, ça fait qu'aujourd'hui, on peut imaginer trouver des talents en France, mais aussi ailleurs. Et ailleurs, ben, pourquoi pas en Mauritanie? Il y a d'excellentes écoles qui forment, enfin, je sais pas si c'est les formations ou les gens que j'ai rencontrés qui sont excellents, mais en tous les cas, les personnes de Mauritanie avec une formation informatique sont de très bon niveau. Donc, ça existe probablement déjà, mais je pense que ça se développera beaucoup à l'avenir. Le fait d'avoir quelqu'un qui travaille pour une entreprise qui n'est pas dans le pays de l'entreprise, qui n'y vient même peut-être jamais, mais avec les moyens de communication, qui peut très bien travailler dans son pays d'origine sur une spécialité donnée en ayant eu une bonne formation derrière. Et ça, c'est des jobs pour l'avenir, sans en plus avoir forcément à quitter son pays. Donc, faut rester optimiste. Faut voir aussi les aspects un peu positifs de cette période troublée. Et voilà quoi. Il faut rester. Enfin, si on se dit que tout est noir et que faire des études ne sert à rien, ça serait dramatique. Et les études sont quand même un bon socle pour réfléchir et pour activer ses neurones en permanence et voilà. Et c'est vraiment c'est bien d'étudier et c'est toujours bien de se cultiver. Voilà. Donc bon courage à tous. Merci. parce que voilà, il en faut malgré tout. Merci, merci beaucoup, Madame Françoise. Bah, un petit mot pour sur l'association peut-être. Alors, on garde le même ordre ou je laisse la parole Allez-y, allez-y. D'accord, je vais y aller directement. Moi, je suis aussi comme Madame Françoise. J'ai jeté un coup d'œil à plusieurs fois sur les commentaires. Je suis d'accord avec la réponse que je viens de donner. On peut pas, on n'est pas en train de décourager hein, quand on décrit une vérité qui peut être un petit peu alarmiste ou qui peut être comprise comme étant alarmiste. C'est pas parce qu'on décourage. On veut juste qu'ils soient suffisamment prêts, outillés pour affronter les réalités qui sont pas toujours plaisantes. C'est tout. Tout à fait. Donc, comme l'a dit Madame, et moi je le confirme, et ça doit faire plaisir à moi et à Cher qui enseignons dans l'enseignement universitaire mauritanien. On a quand même des bons produits finis. Hein. Moi je sais, j'en sais quelque chose. J'espère que, et je pense même que Mohamed Amin en fait partie. Et on a eu des étudiants même avant Mohamed Amin. Nous on intervient depuis, on a eu les premières licences en 2013-2012. Moi j'ai des étudiants qui ont été majors en France de leur promotion de master, alors qu'ils ont une licence à Nouakchott avec toutes les difficultés que j'ai mentionnées au début. Donc, je ne suis pas si alarmiste que ça. Il y a des lueurs d'espoir. Il y a des gens. Moi, j'ai une étudiante qui a été major au Canada, à Montréal, et un étudiant qui était deuxième de sa promotion en Tunisie, alors qu'il est ressortissant de la Mauritanie. Et des gens qui travaillent dans les boîtes parisiennes, qui sont de très, très, très bons informaticiens, notamment. Je parle de mon domaine, mais j'estime qu'il y en a dans d'autres domaines. Donc, moi, ce que je dis souvent à mes étudiants,
à l'Institut, je parle, Mohamed Amin peut s'en souvenir peut-être, que l'informatique notamment, comme exemple de discipline, n'est pas la bombe atomique. Donc, la Mauritanie n'a pas le droit d'avoir une bombe atomique, n'est pas un pays qui a le veto, comme la France, la Chine. Mais l'informatique, c'est une discipline très simple, c'est une gymnastique à maîtriser. Il faut lire, il faut apprendre. Ça ne demande pas beaucoup d'outils. Il faut avoir un petit compilateur sur un ordinateur pour s'entraîner et devenir un bon. On peut être un excellent programmeur tout en étant malien ou mauritanien. Ça ne dépend pas de l'environnement. Et je connais personnellement, j'ai connu des ingénieurs qui travaillent à distance depuis quelques années de la Mauritanie qui gagnent très bien leur vie. Donc, avant le Covid, avant la crise de la Covid. Donc, ça marchait très bien. Donc, avec la Covid, ils ne ressentent rien, ils peuvent continuer. Donc, une ou deux réponses peut-être avant de terminer. Il y a quelqu'un qui a dit comment on fait pour les stages, que conseillez-vous pour les stages? Bon, je pense qu'il y a beaucoup de conseils qu'on peut donner, mais moi, le conseil que je donne le plus aux gens qui veulent faire des entretiens de stage, c'est d'être soi-même d'abord, de ne pas faire de contre-vérité, d'être rigoureux. Ben, certes, il faut se vendre, il faut se montrer, il ne faut pas cacher les atouts, mais il ne faut pas montrer des atouts qui n'existent pas. Donc, quand on parle des langues, comme l'a mentionné Madame tout à l'heure, il y a des gens qui tartinent pas mal. Je maîtrise le chinois, je parle espagnol, je parle arabe, alors que c'est pas parce qu'on vient d'un pays arabe qu'on parle arabe. Attention, l'arabe, c'est pas le hassaniya, le dialecte mauritanien. C'est quand on dit on parle arabe comme langue maternelle, c'est pas le dialecte arabe, marocain ou algérien ou mauritanien, c'est l'arabe littéraire. Parce qu'on peut postuler en Arabie Saoudite ou en Jordanie et on parle l'arabe littéraire. Comme par exemple, donc il faut pas tomber dans cette erreur-là. Donc, quand on dit, je veux dire, il faut essayer de préciser le niveau de la langue. Il ne faut pas se montrer très optimiste. Et il faut être rigoureux, se vendre. Donc, c'est un équilibre à faire. Il faut être soi-même dans les entretiens. Il faut parler de façon à l'aise, il faut articuler, il faut s'exprimer. Je ne suis pas bien placé peut-être pour conseiller aux gens d'articuler, mais je pense qu'il faut être à l'aise. Il faut bien dormir avant. Il faut bien prendre son petit déjeuner avant d'aller à l'entretien. Des choses comme ça, je pense que il n'y a pas que ça, mais des choses comme ça. Une dernière réponse à une question qui m'est adressée personnellement. Quelqu'un a dit, Nourdine parle souvent de la politique, parce qu'il se trouve que je suis engagé politiquement, mais ce n'est pas parce que je parle ici sur un métier, des choses qui n'ont rien à voir avec la politique. Et quand je parle de la gouvernance, je ne parle pas forcément de la politique partisane. Je parle de la gouvernance de façon générale en Afrique et dans les pays du tiers-monde et même des pays développés. Il y a des problèmes de gouvernance qui impactent l'orientation. Ça, on ne peut pas le nier. C'est pas en disant ça qu'on est politisé ou qu'on fait de la politique politicienne. Donc ça, je voulais préciser. Sinon, je vous souhaite tous bon courage. Chacun dans son métier. C'est une grande bataille. Et c'est très noble comme métier d'orienter les gens, de les aider. Je vous encourage beaucoup et je vous remercie et je vous félicite. Merci beaucoup, Dr Nourdine. Je passe parole à Dr Chernouzi, si vous avez quelque chose à dire. Merci. De mon côté, je termine comme j'ai commencé en m'adressant aux nouveaux bacheliers, en fait, hein, surtout que nous sommes encore en Mauritanie en phase d'orientation. Il y a une deuxième formule d'orientation. Donc, je rassure également, pour ne pas décourager, dans le même sens, ne pas décourager trop les jeunes. Même si malheureusement vous serez orienté vers un choix qui n'était pas votre premier ou deuxième ou même troisième choix, il faut tout simplement avoir en tête que même si vous êtes orienté, vous voulez aller faire de la médecine et vous êtes orienté en histoire, géographie et il n'y a pas de choix, je vous conseille de le faire, hein, ne pas abandonner, mais essayez d'être dans le premier, essayez d'exceller dans la filière où vous êtes orienté. Être un bon historien, même si en Mauritanie, on n'en a pas besoin de vraiment beaucoup, c'est beaucoup, beaucoup mieux qu'être un mauvais médecin. Voilà, vous êtes. Je pense que vous réussissez en étant un bon historien plus qu'être un mauvais médecin. Donc, prenez le choix qui vous a été affecté, même si vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas content, et essayez d'exceller, être dans les top 10 ou top 5 ou autre. Hein. Bon, excusez-moi, top 5 peut-être, je dirais des mots, un mélange de l'anglais et du français. Mais en tout cas, c'est ça le dernier mot que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas vraiment se décourager. Il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution et voilà. Donc, je vous remercie et bon courage à tous et à toutes.
Merci beaucoup, Dr. Cherdib. Je passerai la parole à Mouhaddine. Bon, merci à tous. Donc, de mon côté, je ne veux pas être long. Juste un mot de clôture peut-être de mon côté. Ce que je voulais dire aux étudiants ou bien les diplômés, il faut toujours avoir de l'espoir. Et comme Dib vient de dire, il y a toujours des solutions. Voilà, si voilà, ton domaine s'il n'existe pas dans le marché local, il faut essayer d'améliorer, essayer d'avoir en fait, essayer d'avoir ou bien exprimer ton talent, c'est-à-dire au niveau, voilà, tu as ton diplôme tel, il faut essayer de s'en sortir, avoir travaillé même dans le même domaine, autre domaine. Je parle de mon domaine, peut-être c'est l'ingénierie. En Mauritanie, il y a pas mal d'opportunités pour les ingénieurs, quel que soit le domaine. Plus ou moins peut-être le domaine minier qui n'était pas trop élargi. Peut-être la Mauritanie elle est convergée vers un système ou bien un domaine minier qui est un peu vague, les semi-industriels, l'artisanat et les mines, les grandes mines comme les mines de tertiaires, etc. Donc, il faut essayer de s'améliorer, il faut essayer de faire sortir votre talent. Il ne faut pas s'arrêter, voilà, j'ai fait 1 ou 2 années au chômage, il faut continuer de chercher, essayer de faire des stages. En deuxième point, peut-être, je ne suis pas de ressources humaines, mais peut-être je vais rajouter un point avec Noureddine. Dès qu'en fait, au moment sur les questions de jeunes qui a posé par rapport à un entretien de stage, comme Noureddine a dit, il ne faut pas stresser. J'ai fait pas mal des entretiens à l'époque. Donc, il ne faut pas stresser, il faut être, voilà, toi-même, il ne faut pas changer, il ne faut pas essayer de créer, voilà, ce que tu as. And you have to sell yourself, c'est-à-dire, il faut, je ne sais pas, je suis trop anglophone, c'est pour cela mon français il est un peu lourd. Donc, essayez de vendre en fait vous-même, voilà, montrez vos talents, essayez d'être normal, pas plus, ne créez pas des choses, voilà, tu l'as pas, d'être normal, tout simplement. Donc, en dernier mot, Mohamed Remi, je vous remercie. Et par rapport à toi, je remercie l'équipe de l'atelier de l'orientation. Et c'était un plaisir de partager ce sujet avec chers collègues, Madame Françoise et Monsieur Dr Noureddine et Cheikh Hadib. Donc, et merci une deuxième fois. Bah, merci beaucoup à vous tous. Madame Françoise, vous avez un petit mot à dire, non? merci Sinon, je à pense vous. qu'on peut clôturer. C'était très intéressant en tous les cas pour moi aussi. Et voilà, je vous souhaite bonne réussite dans tous vos projets. Bah, merci à vous aussi. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut clôturer. Bah, merci, à très très bientôt, Inch'Allah. Merci, au revoir. Et merci Mohamed Lemine pour cette organisation. Merci. Très bien, merci. Bonne soirée à tous. Merci également. Bonne soirée, au revoir.